Il est midi et l'horloge du château de Lassus retentit dans cette splendide vallée de l'Ourthe ici à Amoir. Cette horloge s'est tue pendant 50 ans. Elle vient d'être restaurée à l'initiative du propriétaire des lieux. Au XVIIIe siècle, au moment de la construction du château, il a fallu trouver un horloger à la hauteur du prestige de cette construction. Le choix s'est porté sur un horloger liégeois de renom, Mathieu Boty. C'était le chanoine de Donéa qui était propriétaire du château à la fin du XVIIIe et il a pris donc Mathieu Boty. Donc c'était une dynastie d'horlogers bien connue à Liège, donc de père en fils, et qui était arrivé à vraiment un très beau taux de technicité et qui était passé des maîtres artisans horlogers. Et il a bien choisi, et en plus à Liège, comme il était liégeois, c'était très bien. Quand nous étions enfants, notre grand-père allait remonter cette horloge tous les matins parce qu'elle n'était pas électrifiée. Et son grand plaisir, c'était de prendre ses petits-enfants et d'aller leur montrer ce mécanisme auquel on ne comprenait rien, bien entendu, mais qui restait tout à fait magique. Voilà, donc mon grand rêve, c'était de restaurer l'horloge qui était restée sans sonner pendant plus de 50 ans. Et je suis très fier d'avoir réussi. Elle est composée, comme tous les mouvements liégeois, d'une partie mouvement et d'une partie sonnerie. Qui est typiquement liégeois, c'est qu'ils sont l'un derrière l'autre et pas l'un à côté de l'autre. Vous avez donc la partie mouvement avec l'échappement et la partie sonnerie avec les deux tirages pour les cloches des heures et des demi. Mathieu Boty, qui signe cette horloge du château de Lassus, n'est évidemment pas le seul horloger liégeois. Au début du XVIIIe siècle, Liège connaît alors une réputation internationale. Le début de l'histoire horlogère liégeoise reste mal connu. Une chose semble en tout cas acquise, c'est qu'elle a connu un tournant décisif au tout début du XVIIIe siècle lors de la rencontre entre deux personnages. D'une part, le roi du Portugal Jean V, en visite à Liège, à une époque où son royaume avait la main sur les richesses de ses colonies avec les mines d'or et de diamants du Brésil. Un Jean V si riche qu'il voulait faire bâtir un palais qui puisse rivaliser avec celui de Versailles. Ce sera le palais de Mafra. Et d'autre part, un certain Gilles de Baeff, horloger et fondeur de cloches, originaire de Timistère et fraîchement installé à Liège. Cette rencontre entre Jean V et Gilles de Baeff est considérée comme déterminante pour l'histoire de l'horlogerie liégeoise. Vers les années 1720, pour être exact, il y avait un roi portugais qui passait à Liège. Il a fait un tour en Europe pour chercher les meilleurs menuisier, les meilleurs horlogers, tout ce qui était le meilleur, il avait l'argent, il avait de l'argent assez, il passe à Liège. Il faut savoir que Liège était une ville à musique, à carillons. Il y avait une vingtaine de carillons qu'on pouvait entendre dans la ville. Incroyable. Maintenant, une ville qui a un carillon est content, mais il y en avait 20. Et ce qui le touchait très fort, c'est qu'on jouait des mélodies. C'était pas juste à l'heure ou au quart d'heure, mais on jouait aussi simplement des mélodies. Alors il demandait des explications. Il disait qu'est-ce que ça coûte un carillon, hein? Et alors on a trouvé Gilles de Baeff, qui était fondeur de cloches et horloger, et on a demandé le prix. Et de Baeff voyait naturellement une occasion de faire une affaire, et il a dit un prix extraordinaire, et le roi a répondu « Si peu, alors je vais en prendre 2. » Naturellement, il fallait du monde, et il a engagé plus de 100 personnes. Il avait 7 horlogers en service à ce moment-là, et en une fois, Liège était devenu, il n'y avait aucune ville, je crois, à ce moment-là, qui avait autant de personnel
pour un horloger. Hein. À la suite de ça, que ça avait tellement bien marché, on a demandé de faire l'horloge de tour pour la cathédrale de Lisbonne. Mais donc, ça a donné l'élan à Liège. Il y a des gens qui ont appris chez De Beef l'horlogerie. C'est De Beef qui a vraiment mis Liège sur la carte. Et puis, peut-être par les apports des armuriers, de la fine mécanique, on est arrivé à fabriquer de nombreuses montres, pendules, horloges en pied, un peu de tout type. Les horlogers ne fabriquent pas tous les éléments que constituent pour faire une horloge. Il y a plein d'artisans connexes à Liège, mais aussi dans les villages aux alentours, qui produisent les aiguilles, les timbres, les cartels. On a des artisans qui produisent des verres bombés spéciaux pour protéger le cadran de la montre. Donc, on parle d'environ 500 horlogers à la fin du XVIIIe siècle. Et à tout cela, il faut encore ajouter tous les artisans qui travaillaient pour cette industrie de l'horlogerie. C'est Sarton qui est devenu le chef de file à Liège. Après qu'il a fait son apprentissage chez son parrain, son oncle, Dieudonné Sarton, et qui est un très très bon horloger et qui a dit: moi, je ne sais plus rien t'apprendre, il faut partir à Paris. Il faut savoir qu'en revenant de Paris, il avait été en apprentissage chez l'horloger Leroy, hein, qui est quand même un sommet de l'horlogerie. C'est là qu'il a été formé. Il rentre à Liège. Et la même année, il est devenu horloger de Charles de Velbruck, le prince évêque de Liège, et puis du prince Charles de Lorraine. Et puis alors, il n'y avait pas plus de grandes personnes. Et par là, l'entrée dans tout ce qui est noblesse européenne. Sarton est un horloger qui fait ses classes en France. Il devient maître horloger, il acquiert la maîtrise avant de retourner à Liège, où il excelle dans le domaine des inventions pour l'horlogerie, et particulièrement dans le domaine des complications qui sont toujours plus élaborées, toujours plus précises, parce qu'on a le souci à la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle, notamment de la précision et de l'exactitude des choses. Les belles pièces d'horlogerie liégeoise sont restées, au fil du temps, des objets fort recherchés par les collectionneurs. Pour illustrer cet intérêt international pour les horloges liégeoises, nous allons suivre la dispersion d'une collection remarquable, celle du Belge Guy Dirks. Catherine Dirks est la fille d'un grand collectionneur d'horloges et de pendules, Guy Dirks, décédé en 2022. Pendant près de 60 ans, il a rassemblé des pièces parmi les plus rares et les plus intéressantes de l'histoire de l'horlogerie, dont plusieurs créations liégeoises. Il y en avait partout, d'ailleurs. La famille a été baignée par le son des horloges, à tel point qu'en fait on ne les entendait pas. On était bercés par le tic-tac. Et c'était plutôt des amis qui venaient à la maison et qui me disaient « Mais comment est-ce que tu arrives à dormir avec toutes ces sonneries ?» Parce que souvent, ça sonnait même les quarts. Hein, donc, ce n'était pas que les heures, c'était les quarts, les demi-heures. Il a reçu sa première pendule comme cadeau offert par sa grand-mère à l'issue de ses études d'ingénieur civil. Et voilà, il avait le choix et il a choisi une petite pièce assez romantique, un petit temple, une horloge dite temple d'amour. Et de là, donc à l'âge de 24 ans, durant environ 60 ans, il a acquis des pendules. Catherine Dirks et sa famille ont décidé de confier la vente de cette collection à Ernest Van Zuylen, le représentant à Bruxelles d'une prestigieuse maison de vente aux enchères. Quand Madame Dirks nous a appelés pour aller voir cette collection, on ne savait pas exactement sur quoi on allait tomber. Et en arrivant dans cet appartement, on s'est directement rendu compte que c'était un ensemble de pendules techniques assez extraordinaire.
Et donc on ne sait pas à l'origine si on va vendre les horloges dans différentes ventes, par-ci par-là, ou si on va vendre ça à travers une collection, en fait, suivant le nom du collectionneur. Et ici, directement, on a pensé à vendre ça sous forme d'une collection. La Maison Agut a le plaisir de présenter la collection de M. Dirks aux enchères. C'est une très jolie collection de pendules et d'horloges qui comprend aussi des régulateurs de parquets monumentaux, qui constitue une collection très singulière dans le domaine de l'horlogerie parce qu'elle rassemble des pièces rares, qui sont assez emblématiques pour la majeure partie de l'horlogerie liégeoise, et notamment d'un rare horloger et inventeur qui s'appelle Hubert Sarton, et dont les pièces sont très rares sur le marché. Donc nous sommes très heureux et très honorés de pouvoir présenter cette collection qui constitue la vie d'un homme, son goût très singulier, son goût pour l'horlogerie et les belles pièces qu'il a pris le temps tout au long de sa vie de choisir et de rassembler pour aujourd'hui devenir une référence qu'on invoquera dans la dispersion de chacune de ces pièces qui va rejoindre, pour certaines d'entre elles, nous le souhaitons en tout cas, de grandes collections. Parmi les 50 pendules techniques qu'avait rassemblé M. Dirks au fil de sa vie, on retrouve 4 pendules de Hubert Sarton, donc le célèbre horloger liégeois. Et ce qui nous a fasciné, c'est la variété de ces 4 pendules. Il a collectionné une pendule qui est une horloge squelette de table, une pendule squelette astronomique, aussi une pendule à colonne avec un fixé sous verre qui est peint et qui lui rend un aspect en fait très, très contemporain, très moderne. Et puis enfin, un régulateur de parquet monumental de plus de 2,50 mètres. Le 7 juin 2023, la collection exceptionnelle de Guy Dirks a été dispersée lors d'une vente aux enchères organisée à Neuilly-sur-Seine. Au-delà des réalisations de Sarton, d'autres pièces exceptionnelles d'horlogers liégeois ont suscité l'intérêt de collectionneurs fortunés. Voici une pendule signée sur le cadran Boty-Lefebvre à Liège. Le cadran laisse apparaître en son centre les mouvements du mécanisme horloger. Le cercle en émail blanc affiche des chiffres arabes pour les heures et les minutes avec des aiguilles en losange et une trotteuse centrale pour le battement des secondes. Autre horloger liégeois représenté à cette occasion, Victor Avelange. Le cadran est signé Bailly, à Paris, mais les connaisseurs apprécieront la contribution liégeoise puisque le mouvement sur la platine est signé Avelange à Liège. Ce qui impressionne sur ce régulateur, c'est bien le balancier dans la partie supérieure du mécanisme, une prouesse technique difficile à réaliser. Passons numéro 34. Nous sommes à 10 000, et je preneur à 10 000, 11 000, 12 000, 13 000, 15 000 ici, 16 000, 18 000, 19 000, à 21 000, j'adjuge à 21 000 à ma gauche, adjugé 21 000. Il n'y a rien de plus juste en réalité que les enchères, parce que si le prix c'est 10, ça vaut 10. Objectivement, puisque le monde entier, grâce au savoir-faire de la Maison Agut, qui communique à travers le monde entier avec un département dédié au marketing et à la communication des objets, tout le monde est sollicité, tout le monde sait ce qui se passe, et donc en conséquence, la valeur ne peut être que le juste prix. Les plus belles horloges liégeoises ne sont pas inaccessibles aux yeux du public. Certaines très belles réalisations sont conservées à Liège, comme c'est le cas notamment au département des arts décoratifs au Grand Cursus. Il y a la famille Kinable qui a connu plusieurs horlogers, dont Dominique Kinable qui s'est installé à Paris à la fin du XVIIIe siècle, où il est devenu un des grands horlogers à la mode. Il a même été référencé dans des manuels d'éducation pour jeunes filles. Et donc, il avait un bon feeling pour le commerce. En fait, il s'associait avec d'autres métiers connexes à l'horlogerie, dont des bronziers et d'autres métiers de luxe. Et il confectionnait des pendules vraiment d'une très grande qualité et d'un prix assez exorbitant aussi.
cette horloge a été créée par Lambert Joseph Laguesse, de nouveau un horloger liégeois qui s'est installé à Paris au début du 19e siècle avec ses fils. Donc on a toute une production de Laguesse qui a encore été créée, fabriquée ici à Liège, et puis tout un autre pan qui a été créé à Paris. Dans nos collections, on verra 3 montres et horloges différentes qui ont été tous les 3 créées par Laguesse ici à Liège. La pièce maîtresse des horloges et pendules, exposée au Grand Cursus, est le chef-d'œuvre d'Hubert Sarton. Une pendule à 6 cadrans, semblable à celle qu'il avait réalisée en 1772 pour le duc Charles de Lorraine, gouverneur général des Pays-Bas autrichiens. Elle est extraordinaire par le nombre d'indications qu'elle donne. Le cadran supérieur, vous voyez toutes les grandes villes du monde et ça nous permet de savoir quelle heure il est à cet instant dans ces villes. L'indication suivante, juste en dessous, est assez rare. Elle indique l'heure du lever et du coucher du soleil. L'heure à notre montre est une heure de convention. Donc l'heure réelle, quelle est-elle? Il est midi quand le soleil est au plus haut dans le ciel. Ça, c'est l'heure vraiment réelle. Et cette indication-là, on l'a sur le cadran central, où on a l'heure de convention, et également une aiguille pour indiquer l'heure solaire. Alors à gauche et à droite, là c'est classiquement le jour de la semaine, lundi, mardi, et tout en dessous, la très belle lunaison. Cette lune fait son tour en 29 jours et demi. Nous voici dans les réserves muséales de la ville de Liège, où sont entreposées quelques-unes des plus belles pièces horlogères de ses collections. Certaines pendules liégeoises ont en effet dû quitter provisoirement leur vitrine ou leur décor. Elles s'accommodent mal des vibrations causées par les chantiers voisins. Elles sont pour l'heure mises à l'abri. Il y a différentes formes de pendules. Ici, on a une des premières formes qui s'appelle une religieuse. C'est une pendule religieuse. Le terme vient probablement de l'effet architecturé de ces pendules. Et ce sont des pendules portatives. Donc on voit qu'elle a une poignée au-dessus. Plusieurs complications, comme on dit en horlogerie. Donc on n'a pas seulement l'heure et les minutes, mais on a aussi au-dessus, sur le fronton, on voit les lunaisons. Le cartel, c'est une boîte d'une forme violonnée et qui est créée pour être mise contre un mur, une pendule murale. Elle n'est pas faite pour être vue par l'arrière. Et dans ce cas-ci, il s'agit d'une pendule de Hubert Sarton, de sa toute première phase de production. On voit que son cadran, ce n'est pas encore un grand disque émaillé, mais le cadran est fait à partir de 13 cartouches, on appelle ça. Donc c'est 13 morceaux qui sont assemblés pour former un disque. Dans la partie inférieure du cartel, c'est assez intéressant de voir les tambours. Donc il y a un petit carillon qui est intégré dans la pendule. Et on voit les différents timbres qui sont encastrés les uns dans les autres pour faire la musique. Le porte-montre en bois de Spa, il faut savoir que Spa, au XVIIIe siècle, était vraiment un lieu très important de villégiature. Il y avait toute la bourgeoisie, la noblesse européenne qui venait à Spa pendant la saison, pendant printemps, été. Et donc il y avait plusieurs horlogers liégeois qui ouvraient leur boutique pendant cette saison à Spa pour pouvoir vendre à des clients fortunés. L'histoire de l'horlogerie au XVIIIe siècle garde sa part de mystère.
C'est le cas notamment concernant la paternité d'une invention, celle de la montre à remontage automatique. Sarton a été redécouvert les dernières années grâce à un horloger français qui a dit c'est Sarton qui est l'inventeur de l'horloge, de la montre à remontage automatique à rotor. Le plus grand problème, c'est qu'une marque suisse, Perlet, dit que c'est Perlet qui a été l'inventeur. Mais ils n'ont pas de preuves. Oui, c'est facile de dire je suis l'inventeur, mais sans preuve. Et ça dure encore maintenant. Cette montre, la plus ancienne connue à ce jour, à remontage automatique, a été attribuée en 1952 à Abraham Louis Perlet sur base d'un courrier d'un voyageur daté de 1777 qui écrit avoir vu une montre à remontage automatique chez un certain Perlet en Suisse. Cet indice est un peu léger aux yeux de deux spécialistes horlogers, l'historien liégeois André Thierry et le français Joseph Flores, 25 années chez Rolex et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Ils ont débusqué des documents tangibles en faveur de Sarton. André Thierry, un des premiers chercheurs sur le sujet, a débusqué à l'Académie des sciences la description complète de cette montre. Il possède le dessin préparatoire, donc le plan, signé de la main de Sarton, et notre ami français, Joseph Flores, a eu le bonheur de démonter, remonter la montre automatique pour constater qu'elle était exactement conçue selon le plan signé par lui. Donc pour nous, il n'y a vraiment aucun doute que cette montre est d'Hubert Sarton, contrairement aux opposants. L'âge d'or de l'horlogerie liégeoise s'est progressivement éteint avec l'industrialisation qui a rendu les pièces moins chères et dans le même temps le travail artisanal hors de prix. Que reste-t-il de l'esprit des horlogers liégeois du XVIIIe siècle? C'est ce que nous sommes allés voir chez l'horloger Louis. Jean-Marie Louis a été formé à l'école de mécanique fine et d'armurerie Léon Mignon à Liège. Sa passion pour l'horlogerie lui a été transmise par son père, lui-même horloger. À l'entrée de son magasin atelier, Jean-Marie Louis a placé une de ses créations, une pendule qu'il a imaginée, dessinée puis construite. Son fil conducteur, c'est le savoir-faire liégeois, tant pour la gravure que pour le globe qui protège des poussières le mécanisme. Le verre a été réalisé au Val-Saint-Lambert. Dans son atelier, Jean-Marie Louis a régulièrement l'occasion de travailler sur de très anciennes horloges et d'apprécier l'inventivité de ses illustres prédécesseurs. Quand je travaille sur leur pendule, j'aime beaucoup parce qu'ils avaient des idées très différentes et ça donne beaucoup d'inspiration pour moi, pour celle actuelle du coup. Mais oui, ils allaient quand même assez loin dans le raisonnement et ils avaient aussi cette philosophie du beau, donc des pièces même qu'on ne voit pas qui sont superbement taillées ou polies. Et ça, il n'y a que l'horloger qui le répare, qui le verra, et que la personne qui a l'horloge ne sait même pas que dedans c'est peut-être une œuvre d'art ou quelque chose, quoi. Une des pendules que nous présentons ici ne présente pas de manière ostentatoire et vaniteuse le nom de Sarton, qui avait toutes les raisons de s'enorgueillir de ses productions, mais bel et bien son nom gravé sur la platine arrière du mouvement, ce qui est un signe d'humilité certain. En tout cas, l'essentiel pour Sarton n'était certainement pas dans la démonstration de son savoir-faire objective et vaniteuse, mais bel et bien quelque chose de tout à fait discret et certainement avec un souci étonnant dont on pourra s'amuser, qui est celui de parler à ceux qui savent le comprendre, parce que quelqu'un qui se contentera de lire l'heure, simplement, n'aura pas forcément le souci de la mécanique et de tout ce que ça implique, tandis qu'un véritable amateur d'horlogerie aura le réflexe d'aller voir comment cela est fait et de considérer à la lumière de toute cette ingénierie qui se révèle lorsqu'on regarde l'arrière du régulateur, le grand nom qui s'affiche alors.
C'est ainsi que se referme ce magazine consacré à l'âge d'or de l'horlogerie liégeoise autour du XVIIIe siècle. Merci de nous avoir suivis. On se retrouvera dans un prochain numéro consacré à la découverte d'autres trésors du patrimoine liégeois.